Dear. Valide. People. Dear. Valide. People. Bonjour Marie Patouillet et merci infiniment d'être là aujourd'hui avec moi. Alors, en écoutant pas mal d'interviews de vous et de podcasts, quoi, et c'est beaucoup les gens qui vous présentent, et les journalistes. Donc, j'aimerais bien là que vous vous présentiez vous. Qu'est-ce que vous diriez sur vous? Que je suis une femme de 36 ans, que je suis athlète paralympique en cyclisme sur piste principalement, mais sur route aussi. Et je suis également médecin généraliste. Et voilà. Ok. La casquette militante LGBT, elle n'arrive pas de suite? Non, elle n'arrive pas de suite parce que rien qu'avec le terme militant, moi, alors même si on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, malheureusement, quand on est sportif de haut niveau, en tout cas, moi, j'ai ressenti cette frustration de ne pas pouvoir m'engager autant que je l'aurais voulu, freinée par un entraînement très chronophage. Et c'est surtout, c'est à partir du moment où on est dans cette recherche de performance, il y a tout un tas de mesures à prendre. Et même aller à une manifestation, c'est compliqué, quoi. Donc voilà, le militantisme, il y a un engagement de ma part, ça c'est sûr. Ouais. Mais le militantisme, pour moi, il me manquait du temps pour qu'il soit, et encore c'est de mon prisme à moi, pour qu'il soit vraiment, qu'il me définisse vraiment en tant que personne. Ouais, bien peut-être dans un second temps. Ouais. Même si finalement la définition même du militantisme se vaut Et aussi. très libre. Complètement, complètement. On a souvent fait aussi cet écho-là lors de nos conférences ou même au sein même de notre bureau où on se dit des fois, mais est-ce qu'on est militant en tant que tel? Parce qu'on n'est pas activiste, en effet, on ne va pas dans les manifs, on ne va pas marcher parce que déjà, en termes d'énergie, en termes de capacité physique, c'est complètement ingérable. Et donc, on se posait la question de c'est quoi le militantisme en fait. Donc, je vous rejoins forcément. Je voudrais qu'on rentre direct dans le sujet de l'inspiration porn, du porno de l'inspiration, parce que donc en voyant votre palmarès, donc qu'on va pas forcément lister, mais bon, championne du monde, championne des Jeux paralympiques, là récemment en 2024, médaille d'or, c'est un palmarès qui est assez impressionnant et souvent sur les plateaux télé et auprès des journalistes, c'est comme ça que vous êtes aussi présenté. Comment justement est-ce qu'on ne tombe pas dans du porno de l'inspiration quand on parle de Marie Patouillet? Comment vous-même vous tombez pas dans là-dedans? Déjà en me définissant pas par ses résultats. D'ailleurs, il me semble que je me suis présentée en étant athlète paralympique et j'ai même pas mentionné Ouais, c'est vrai. mes résultats. Et quand je le peux, j'aime rappeler que ce n'est pas une performance qui définit la personne et qu'on peut avoir d'horribles personnes qui se retrouvent avec des médailles d'or olympiques ou paralympiques. Il y a eu le cas de sportifs français qui ont eu gagné des titres olympiques et qui aujourd'hui sont accusés d'agression sexuelle sur des enfants. Donc voilà, on ne dissocie pas l'homme de l'acteur, tout comme on ne dissocie pas l'homme de la médaille. Et puis c'est surtout que ça, c'est d'expérience personnelle. Porter de l'importance aux résultats et se définir par ça, je trouve que c'est un peu triché. Dans le sens où pour en arriver à une médaille, quelle qu'elle soit, un résultat quel qu'il soit en termes de performance, ça ne dépend pas que de nous. Enfin, nous en tant que personne, ça n'est pas. Il y a un facteur chance, ne serait-ce que dans les rencontres qu'on va faire, ne serait-ce que dans le club dans lequel on va évoluer, ne serait-ce que dans la ville dans laquelle on vit, parce que parfois on n'a pas accès aux infrastructures qui nous permettent d'exercer
le sport qu'on rêverait de faire. Mm. Donc voilà, pour en arriver à cette finalité que sont les médailles et qui fait briller et qui fait donner envie et qui fait rêver aussi. Bah, pour moi, ça ne définit en rien la personne et ça ne vaut pas la peine en tout cas, de la mentionner. Par contre, ce qui vaut la peine, c'est peut-être de raconter le chemin pour en arriver là, quelles ont été les différentes phases, quelles ont été l'histoire qui s'est construite derrière ça. Euh, et après, il y a une réalité qui est que dans le sport de haut niveau, on ne juge que par les médailles. Mm. Il n'y a rien qu'à voir les médias. On nous parle que de les médailles. Et aujourd'hui, j'en suis même arrivée à un point où ne me parle que de ma médaille d'or au jeu. C'est-à-dire qu'on en Mm. oublie ma médaille d'argent. Et ça, je trouve Ah. ça incroyable. C'est-à-dire on me dit, est-ce que vous pouvez venir avec votre médaille? Et dans ma tête, je me dis, mais j'en ai gagné deux quand même. Pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas l'autre aussi en avant qui, pour moi, vaut la même, enfin, a la même valeur que la médaille d'or? Et donc voilà, aujourd'hui, on en est à me demander que la médaille d'or et même plus de place pour de l'argent. C'est pour dire à quel point c'est extrêmement cruel. Et, euh, et voilà, mais bon, ouais, mais moi, ce dont je suis fière dans ces résultats-là, c'est pas tant le résultat, c'est les émotions que j'ai ressenties, les valeurs que j'ai pu partager. Et parce que j'ai connu des médailles et des titres de championne du monde où la médaille n'a aucune saveur Mm. et, et elle est bien triste. Voilà. Ok. Alors, on va y revenir un peu sur ces jeux. Mais avant ça, quelle place occupe votre rapport au handicap? Euh, dans la vie Mon quotidienne, rapport au pas handicap, que dans le rapport au sport, hein, bien sûr. pardon? Pas que dans le rapport au sport. Ouais, ouais, bah, mon rapport au handicap, il est très récent Ouais. d'un point de vue personnel. Moi, je suis née avec une malformation orthopédique qui, dans mes premières années de vie, en tout cas, j'arrivais énormément à donner le change. Donc, quand je suis habillée, il se voit pas. Et quand j'étais petite, on pouvait quasiment pas le déceler. Si j'étais chaussée et habillée de la bonne manière, j'arrivais très bien à le cacher. Et j'arrivais tellement à le cacher que je pense que j'étais moi-même dans le déni, sauf peut-être une fois par an quand il fallait que j'aille à l'hôpital à Saint-Vincent-de-Paul, à l'hôpital des enfants, pour le suivi orthopédique. Et quand j'ai été opérée. Mais sinon, je pense que je suis vraiment restée dans le déni. Puis il y a eu une longue période où j'ai vraiment détesté mon corps. Parce que je rentrais pas dans les normes, parce que je trouvais ça injuste, parce que je comprenais pas et que personne n'avait les réponses à me donner. Donc, il y a eu tout ça. Et en fait, c'est quand j'ai débarqué, quand à l'âge de 25 ans, je me suis retrouvée forcée d'accepter parce que ma malformation s'est dégradée. Et donc, du coup, je pouvais plus marcher aussi longtemps que je le voulais. Je pouvais plus, je peux plus du tout courir. La station debout, elle est compliquée. Enfin, donc, quand il y a eu tout ça, bah, je me suis retrouvée face déjà à devoir faire le deuil d'un déni ou d'un mensonge que je me racontais à moi-même. Et il a fallu accepter mon corps. Et c'est vrai que pour le coup, d'aller, pas forcément dans le haut niveau, mais d'aller dans le secteur handisport, bah déjà j'ai pu rencontrer des gens qui avaient le même niveau de handicap que moi, des gens qui sortaient des normes, des gens qui avaient du coup plein de valeurs et plein d'histoires à partager. Et ça, ça fait du bien de se retrouver, on va dire, entre pairs. Et, euh, et puis après, les rencontres ont fait que je suis débarquée dans le niveau. Mais c'est vrai que moi, la pratique et la rencontre du milieu handisport m'a vraiment aidée et portée pour accepter mon corps et en être fière aujourd'hui. Mm. Ouais, c'était aussi une question, ben justement, encore une fois, de visibiliser, quoi. Ça a donné à Ouais, voir de nouveaux modèles et de nouvelles. Et je crois que j'ai l'impression quand on est aussi vachement dans sa propre histoire de vie et ses propres problématiques, etc., très difficile de prendre de la hauteur et de ouais. percevoir qu'il y en a qui vivent des choses de manière similaire, enfin, en tout cas, avec qui ça fait écho, quoi. Bah, je pense qu'en fait, l'objectif de chacun et de chacune, c'est d'être aligné avec soi-même. Et je trouve que c'est très compliqué de trouver cet alignement quand on est, comment dire, quand on grandit dans un environnement qui est constitué que de normes. C'est Mm. très dur de se défaire de ces normes, c'est très dur de les conscientiser aussi et de les déconstruire. Et du coup, d'arriver dans un milieu où finalement il y a
plus... Enfin, en tout cas, il y a moins de normes. Il y a encore les classifications qui sont très normées. Mais en tout cas, il y en a moins parce que les corps sont différents. Les corps sont uniques, quoi. Ils sont honnêtement considérés comme uniques. Alors que si on retourne dans la normalité, il faut ressembler à telle morphologie, il faut répondre à telle... Et je trouve que c'est très compliqué de trouver son alignement dans cet environnement-là. Donc de sortir de ça et d'accepter que en fait, je rentrais pas dans les normes, ça m'a beaucoup aidé, moi, après, pour trouver mon alignement perso, quoi. Ouais. Est-ce que à ce moment-là de votre vie, de sortir du déni, entre guillemets, par rapport au handicap, ça fait écho, en tout cas, c'est parallèle au moment où vous avez fait votre coming out, ou en tout cas, il y avait un questionnement à ce niveau-là? Ou est-ce- J'ai même fait mon coming out avant que je sois Ok. vraiment OK avec mon corps. Euh, et je pense d'ailleurs que même la communauté LGBT a participé aussi à ces déconstructions de normes, aussi à réaliser que bah, dans plein de domaines, je rentrais pas dans ces cases et, et de me rendre compte, parce que c'est par la communauté LGBT que voilà, je découvre le faire famille, je découvre la famille choisie, je découvre toutes ces forces en fait qui peuvent nous unir autrement que par un système classique je pense même que c'est par la communauté LGBT que j'ai petit à petit pris possession de mon corps avec fierté et amour. Waouh, trop bien. Parce qu'en vrai, on parle d'amour quand même. Ouais, mais en fait, mais merci de le ramener sur le devant de la scène parce que euh, c'est vraiment un terme et une notion qui est trop, trop vite, trop rapidement connoté hippie, utopiste. Enfin, je sais pas, il y a toujours une question. Enfin, il est toujours mis de côté, quoi. Alors qu'en fait, fondamentalement, puisque ce qui fait de nous quand même aussi les êtres humains et ce qui fait que de siècle après siècle, on écrit, on vit, comment dire, on dramatise tout. C'est quand même ça, quoi, qui nous lie aussi entre nous. C'est ce rapport à l'amour, quoi. Ouais, ouais, ouais. Non, non, il peut s'exprimer de plein de manières et je crois que moi, une des fois où j'ai vraiment pris conscience que l'amour pouvait se vivre de mille manières, c'est quand je rencontre mon entraîneur Grégory Boger. Mm. Euh, et que petit à petit, je découvre au fil de la construction la relation qu'on a établie et qui continue à se construire. En fait, je suis épatée par ce lien qu'on a, qui n'est pas un lien amical, qui n'est pas un lien, je sais pas, il y a un lien de confiance et du coup, j'ai mis ça sous la casquette de l'amour parce que ça peut pas être autre chose, quoi. Sûr, ouais. En tout cas, ouais. Quand il y a de la confiance, de l'honnêteté, qu'il y a du respect de l'autre, qu'il y a de la place, qu'il y a une place qui est équilibrée entre l'un et l'autre, bah voilà, j'ai décidé que c'était de l'amour. Ouais, c'est une très bonne définition. Euh, Là, avant, vous disiez, donc après avoir fait, on va dire, déconstruit aussi ce rapport au corps, en tout cas l'avoir modifié, euh, quelle place occupait le sport, et notamment durant votre scolarité? Est-ce que vous avez Le fait au sport sport, de manière classique? euh, ça a été très tôt, moi, mon espace de liberté avec la musique. Et parce que je me sentais un peu emprisonnée dans ce corps que je détestais. Et le chirurgien qui me suivait m'avait dit, bon, bah, écoute, un jour, il marchera plus aussi bien que maintenant. Je suis incapable de te dire quand. Quoi qu'il en soit, c'est pas parce que tu fais pas de sport que tu repousseras cette dégradation. Donc en fait, va, fais ce que tu as envie de faire et puis on verra ce qui se passera après, quoi. Et du coup, c'est vrai que j'ai fait ce choix-là d'aller découvrir tous les sports qui me faisaient rêver. Euh, et puis, je pense que comme dans chaque enfant, enfin en tout cas au même être humain, quand il y a quelque chose qui nous paraît inaccessible, on est forcément attiré par ça. Donc c'est vrai que quand je suis petite et que je vois Marie-Josée Pérec performer ou Christine Aron performer en athlétisme, bah moi ça me fait rêver. Donc je rêve de sport, mais je rêve de tous les sports et ça me fait du bien parce qu'en fait c'est aussi, sans m'en rendre compte à ce moment-là, mais aujourd'hui j'en ai plus conscience, c'est la manière, l'activité physique, de mettre en mouvement son corps. Et c'est la meilleure manière en fait de le découvrir. De se faire déjà de l'apprivoiser, de faire connaissance,
de connaître ses limites, parfois d'être surprise de ses capacités et de sa puissance, même s'il est fait différemment en tout cas, qu'on a l'impression qu'il est fait différemment que les autres. Et donc, c'est vraiment un espace, pour moi, c'était mon espace à moi, c'était ma bulle où il y avait un peu de légèreté et j'étais focus sur moi. Et ça a été aussi ma manière de régler mes comptes à la récré, quand face aux moqueries, j'avais ce privilège-là d'avoir certes une différence, mais qui à ce moment-là ne m'impactait pas fonctionnellement. Et donc, je pouvais aussi, voilà, je pouvais, avec un peu d'acharnement quand même, mais je pouvais régler mes comptes sur le terrain de foot et montrer que, ok, il me manquait un bout de corps, qu'il fonctionnait différemment et qu'en plus j'étais une fille, mais que je pouvais être essentielle dans une équipe de foot, quoi. Mm. Et c'était par le sport aussi que je réglais, Ouais, que j'exprimais toute ma colère, quoi. ouais. Mais est-ce que le sport, pour vous, il représente c'est un vrai vecteur d'inclusion, de vivre ensemble et il y a quelque chose qui transcende l'idée même du sport? Ou est-ce que c'est quand même beaucoup de blabla Pour moi, c'est oui et non. C'est oui si on se détache de la performance, Mm. ce qui est très compliqué. C'est-à-dire Ouais. que c'est oui si on en fait quelque chose de collectif. Si on met notre ego en dehors, si au sein d'une même équipe de France, par exemple, et d'un même sport, même si on a des concurrents ou des concurrentes directes dans la même discipline, bah, pour moi, le vecteur de valeur, il ne fonctionne que si à la fin, malgré le résultat, peu importe si on est premier, deuxième, enfin, on arrive à vivre une victoire collective. En fait, si le collectif arrive à être au centre du projet sportif, même si on va dans le haut niveau, pour moi, c'est à ce moment-là qu'on commence à poser la question de l'inclusion. Parce que si on pense collectif, bah, ça veut dire qu'on va regarder un peu autour de soi, on va se arrêter de faire de l'autocentrage et on commence à observer, on commence à voir qu'il n'y a pas de personnes trans, qu'il n'y a pas de personnes, en tout cas que la représentation de la communauté LGBT, elle est tellement moins importante dans le sport de haut niveau que dans la population générale. On va se rendre compte que dans les paras, eh ben oui, il y a des handicaps qui sont rendus visibles, mais qu'il y a tellement de handicaps qui ne sont pas, qui n'ont pas la visibilité. Euh, voilà, on commence à poser ces questions-là et à ce moment-là, on commence à pouvoir être un vecteur de valeur. Mais si on reste centré sur une médaille de performance, encore une fois, on en revient au fait que je trouve que c'est bien de garder un peu d'humilité, de ne pas s'attribuer cette médaille à titre personnel, parce qu'il y a quand même un facteur chance qui rentre en compte et ça dépend pas de nous. Ça serait bien que ce soit un discours qui soit vraiment généralisé auprès de tous les athlètes et tous les pratiquants. Mais c'est compliqué, hein. Enfin, moi, cette notion de collectif, je l'ai découvert parce que j'ai fait enfin, donc je l'ai dit, je suis médecin et j'ai fait mes études dans l'armée. Et s'il y a une chose que l'armée m'a appris, c'est ça, c'est que quand on arrive en première année de médecine, on est donc élève militaire, là, et on nous fait très vite comprendre que on est certes en compétition les uns avec les autres, mais que la chance que le plus de camarades possibles qui passent dans l'année d'après s'élèvent, ce ne sera que en s'entraidant. Et c'est pas parce qu'on s'entraide, enfin je veux dire, parce qu'il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte, le meilleur restera toujours meilleur. Et c'est pas parce qu'il va aider les autres, qu'on lui prendra forcément la place. Et du coup, cette notion d'entraide, moi je l'ai connue du coup à 18 ans. Et effectivement, sur un concours hyper sélectif, dans tous les militaires qui étaient avec moi, eh ben, avec cette entraide, on est passé, avec ce collectif, on est passé. Il n'y a aucune prépa de médecine qui a ce résultat-là en termes de réussite. Et, euh, et voilà, et c'est quelque chose que j'ai essayé de partager dans le sport de haut niveau. Ça n'a pas trop pris. Mais je pense qu'on en est encore loin. On est encore beaucoup trop rattaché à la valeur des médailles. Et c'est bien triste parce que du coup, on passe à côté de plein d'histoires qui mériteraient d'être racontées. Ben ouais, et puis de manière générale, le discours, qu'il soit médiatique, politique ou qu'importe, il amène toujours la notion de spectacle, quoi. En fait, ce qui Ouais. fait vibrer, c'est de faire, c'est donner aussi
la parole aux extrêmes, c'est donner la place à tout ce qui va être clivant, à tout ce qui va venir s'opposer, quoi. En fait, la nuance, elle n'a jamais de place là-dedans, parce que sinon, en Non. fait, il n'y a pas d'audience, il n'y a pas de vie. Enfin, Ouais. c'est très particulier de faire ce constat-là parce que, en fait, qu'importe par quel bout on rentre, par quel volet, on essaie de faire, d'amener un autre discours, une autre parole, ça prend pas trop, quoi. Ouais, non, c'est vrai qu'on est très vite catégorisé c'est un truc assez manichéen, quoi. On est Ouais, soit blanc, soit noir ouais, et il faut choisir son camp. ouais. Et c'est là où moi, il y a quelque chose qui me rend fière de ces jeux. C'est que quand aujourd'hui on m'arrête dans la rue, on me dit pas bravo. Enfin, si, il y en a qui me disent bravo pour les médailles, mais il y en a quand même beaucoup qui me disent juste merci. Et même pas merci pour les médailles, c'est merci pour le baiser que je donne à la fin à ma compagne dans les gradins. Et en fait, on m'a juste dit merci pour cet amour libre, quoi. Mm. Et, euh, et là, voilà, c'est vraiment là où je me dis, bah, au moins, là, il y a une valeur qui est passée. Mm. Incroyable. J'ai juste petite parenthèse, mais j'ai une copine à qui j'ai dit que vous alliez être interviewée pour le DVP. Elle m'a dit, ah, la queen des lesbiennes. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Il y en a d'autres des queens, hein? Eh ouais, mais en tout cas, vous êtes la sienne. Bah ouais, c'est gentil. Justement, par rapport à ces jeux-là, à Paris, enfin, en tout cas les récents à Paris 24, est-ce que, comment est-ce que vous les avez vécus à différents niveaux? Euh, Comment est-ce que je les ai vécus? J'avais très peur Mm. de ces jeux parce que voilà, il y avait beaucoup de critiques qui tournaient autour. Et finalement, j'ai été dans l'organisation et dans les choix qui ont été faits, surtout dans la direction artistique. J'ai été assez surprise et d'autant plus que bah, j'ai croisé assez régulièrement, enfin assez fréquemment en tout cas, l'organisation des jeux et qu'on a eu beaucoup de discussions autour de l'inclusion, autour de la communauté LGBT, autour de... Donc voilà, j'ai eu l'impression en tout cas d'avoir été un peu écoutée. Et puis avec cette cérémonie d'ouverture qui a fait parler, surtout avec ce tableau sur le pont, bah au moins ça a mis en lumière cette haine qui est là et qui existe contre les LGBT, la communauté LGBTQIA+. Donc voilà, ça pour moi c'est une belle petite victoire d'avoir vécu ce moment et d'avoir mis vraiment en évidence que c'était là et qu'on pouvait plus se cacher, quoi, qu'ils peuvent plus se cacher, que cette haine doit être éteinte. Mm. Et après, à titre personnel, bah, j'avais décidé que c'était ma dernière compétition. Ok. Et voilà, donc j'étais un peu dans la contemplation, j'étais un peu dans le vivre le moment présent et me détacher finalement de la performance. Et c'est ce qui s'est passé réellement sur ma dernière course sur piste, où j'étais tellement déconnectée que je réalise même pas au début que c'est moi qui gagne cette course. Et voilà, c'était à titre personnel, voilà, c'était ma dernière compétition et je voulais juste la faire comme moi, enfin la vivre en tout cas comme moi j'avais envie de la vivre sans qu'il y ait d'autres, on va dire d'autres électrons libres qui puissent noircir un peu le tableau. L'autre chose qui était assez positive, c'est que je suis repartie aux Jeux de Tokyo avec le même staff fédéral non, je suis partie à Paris avec le même staff fédéral qu'à Tokyo. Et bon, pour ceux qui me connaissent un peu, savent qu'à Tokyo, ça s'est très mal passé pour des raisons de sexisme et de lesbophobie. Et je suis repartie avec ces mêmes personnes et pour autant, par des
3 ans un peu très mouvementés et assez compliqués pour moi, finalement, on a réussi à avoir une communication intelligente et les choses ont été modifiées, c'est-à-dire qu'on a enfin eu des cuissards pour femmes, on a enfin eu un espace de massage réservé aux femmes, il y a enfin eu une féminisation du staff. Voilà, il y a eu plein de petites choses qui ont fait que l'environnement, en tout cas, a été bien meilleur pour les athlètes féminines à Paris qu'à Tokyo. Donc, pour moi, il y a eu quand même quelques petites victoires qui m'ont fait du bien personnellement. Après, je suis un peu dubitative de l'héritage qu'il va y avoir de ces jeux. Voilà, ça c'est très flou. Voilà, c'était aussi l'une des questions que je voulais vous poser. Euh, euh, je sais pas. En fait, moi, j'étais au jeu là en tant qu'arbitre, enfin en tout cas dans le corps arbitral du rugby fauteuil justement. Ouais. Et j'ai eu la chance de pouvoir être sur le village olympique, enfin paralympique. Donc c'était la première fois, je pense que ce sera l'unique fois dans ma vie. Donc c'était assez exceptionnel de vivre ça, même si pareil, j'étais très mitigée sur plusieurs niveaux avant. En fait, ce qui est ressorti, en regardant aussi le verre à moitié plein, ce qui est ressorti, et j'ai un peu écrit là-dessus, c'est que surtout au sein du village, il y a eu un. Enfin, moi, je ressentais la vie au village comme ce que j'espère ou ce à quoi j'aspire pour une société dite inclusive, ou en tout cas d'un point de vue validisme, tous les athlètes de tout handicap confondu étaient réunis dans un même espace. Donc j'ai conscience qu'on est sur aussi la crème de la crème hein, des Andes, vu qu'on est quand même sur des athlètes paralympiques. Mais cela étant dit, voilà, ça donnait aussi à une visibilité sur des corps, des mobilités complètement dingues, quoi, et avec des nationalités, des cultures, des langues différentes. Et tout ce petit monde-là circulait dans ce même espace, dans un espace qui était quand même, je dirais, à 99% accessible, en tout cas. Ouais, ouais, ouais. Et quand on sait que ça allait devenir un quartier de vie réel, parce que ça c'est un peu utopique quand même, on a l'impression d'être dans pas un parc d'attractions, mais un Sims, quoi. Ouais, complètement. Un Sims Sandy quand on était au village para, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et mais voilà, moi, quand je voyais qu'à chaque fois qu'il y avait des marches, il y avait une espèce il y avait un dallage qui était aménagé pour pouvoir passer en fauteuil, que dans le self, voilà, c'était relativement adapté aussi. Enfin, non, franchement, ça donnait de l'espoir, quoi. C'est ça. Et puis, il y avait vraiment, enfin, c'est après en avoir échangé aussi avec un des arbitres, donc bon, pour la plupart des arbitres valides, hein, on va pas se mentir, mais en tout cas, qui m'avait posé la question, il m'avait dit, mais en fait, c'est dingue parce qu'on vient de se rendre compte qu'on n'a jamais vu autant de personnes handies au même endroit, à un même moment. Et en fait, bien sûr, au début, on relut que ça sort de la norme. Il y a la question de la norme qui est là toujours et prégnante, mais en fait, bien sûr, on relut qu'au début, on se regarde, machin. Et en fait, au bout de même pas 24 heures, ça passe, quoi. Et on est là, on vit ensemble, et c'est complètement normal et naturel de se déplacer dans cet espace-là, quoi. Et c'est ça vraiment que j'ai ressenti, quoi. Et en plus, comment dire, couplé avec je sais pas, un bonheur ambiant, une espèce de joie de vivre de tout le monde à tout niveau, quoi. Que ce soit, voilà, sur la sécurité, que ce soit sur les policiers, enfin, à tout niveau. Chose que, voilà, Paris était devenu, voilà, Paris, Saint-Denis, en tout cas, l'Île-de-France était devenue belle, quoi, et lumineuse. Ouais, ouais, même la RATP fonctionnait. C'est ça, c'est vraiment ça. Ouais, c'était le petit monde parallèle et voilà. Et du coup, ma question, c'est est-ce qu'on est utopiste en se disant que c'est possible là, sur un temps restreint, à un moment donné, sur un espace donné, c'est possible. Mais est-ce que ça veut dire que si on agrandit ça sur une autre échelle, c'est si impossible que ça? Bah, non, dans le cadre d'un village paralympique, c'est de l'utopie pure et dure. Maintenant, il est possible d'en s'en inspirer. Déjà, ces bâtiments et ces infrastructures, elles vont rester. Donc, j'espère qu'il y aura plein de personnes en situation de handicap qui auront accès à ce quartier et pourront y vivre. Parce que hormis, enfin voilà, pour les personnes totalement non-voyantes, il fallait quand même qu'il y ait un accompagnant pour les guider, mais Ouais. sinon il y avait une autonomie qui était assez remarquable là-bas, quoi.
Maintenant, c'est de savoir ce qui va être fait et qui va vouloir faire, quoi. Parce que dans la société actuelle, si c'est pas rentable, Bien sûr. s'il n'y a pas des chiffres, eh ben, on fait pas. Donc, voilà, j'espère que la bouffée d'utopie, la bouffée d'émotions qu'auront pris les entreprises et pendant cette période de Jopara donnera une petite impulsion à chacune d'entre elles pour agir et dans leur domaine de compétences, quoi. Mm. Des Et instances si on politiques. pouvait rendre une capitale plus accessible, ce serait aussi une bonne chose. Mm. Ouais, une des capitales les plus visitées au monde en plus. Ouais, Euh, Souvent, il y a la question du regroupement des Jeux olympiques et Jeux paralympiques qui se pose. ouais. Alors, là, de l'aspect logistique, de l'aspect faisabilité du truc. Quel est votre avis, vous, là-dessus? Bon, on va passer vite sur le fait qu'il y a deux entités politiques et que dans tous les cas, tant que ces deux entités politiques existeront, qui sont le CIO et l'IPC, on ne pourra pas regrouper les deux parce que c'est des guerres politiques et ça va au-delà du sport. Maintenant, moi, mon avis, euh, c'est qu'il faut être adapté aussi à la réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on nous mélange avec les athlètes olympiques, quand on voit qu'il y a déjà des sports qui sont oubliés dans les Jeux olympiques euh, au profit de d'autres sports, c'est-à-dire que quand vous avez, c'est une réalité, enfin, quand vous avez une finale de judo par équipe, ou que vous avez un Léon Marchand qui est en finale de natation, autant vous dire que les matchs de tir, de badminton, bah, ils passent à la trappe, quoi. Donc ils ont déjà, il y a une discrimination de visibilité entre les sports olympiques. Et la réalité, elle est encore assez triste, c'est-à-dire que bah, nous, si on arrive là-dedans, on n'existe pas. Ou alors, il faudrait avoir la chance de faire, et on en revient à la médaille, un titre paralympique pendant une page de pub olympique, quoi. Et voilà, donc pour moi, c'est trop tôt. C'est trop tôt de mélanger. J'espère qu'un jour on y arrivera. J'espère qu'un jour on aura des athlètes aussi emblématiques que des Teddy Riner, que des Clarisse Agneneau, que des Léon Marchand dans le milieu para, pour pouvoir justement apporter cette visibilité-là, mais on n'en est pas là. Et finalement, est-ce que on peut se poser la question aussi de savoir est-ce que le milieu parasportif doit tendre vers ça? Est-ce qu'on peut pas gagner en visibilité autrement qu'en gagnant des médailles? Ça peut aussi se poser, quoi. Donc, je comprends la volonté de vouloir se mélanger et en même temps, Mm. voilà, pourquoi le faire maintenant, quoi? On a Euh, besoin de prendre notre place aujourd'hui encore. mm. Notre place, elle est pas acquise, on n'a pas ce privilège-là et pour moi, elle n'est pas encore assez sécurisée quand on voit que dans le mois qui suit, il y a un gouvernement qui oublie de s'occuper, de nommer quelqu'un pour s'occuper des 12 millions de personnes en situation de handicap, bah, ça reflète très bien la réalité, quoi. Donc, et il a fallu que tout le monde râle pour qu'il y ait quelqu'un qui soit nommé. Donc notre place, elle n'est pas du tout là, quoi. Très intéressant comme vision, et je l'entends, et c'est celle qui ressort essentiellement dans les collectifs et les discours militants antivalidistes, quoi. Et puis c'est aussi celle de se réapproprier une culture du handicap, la culture Ouais. CRIP, euh, et les Jeux paralympiques, ils feraient écho à ça, quoi. Et puis d'un point de vue perso, et là c'est vraiment personnel, moi, enfin aujourd'hui, je suis arrivée à un point où je suis tellement fière de ma différence Mm. que pourquoi me retourner dans la norme, quoi. Mm. Euh, ouais, enfin, il n'y a pas besoin. On Mm. peut avoir la même visibilité, on peut avoir recherché les mêmes, je sais pas quoi, enfin, mais non, soyons fiers de la différence et n'essayons pas de retomber dans les normes. C'est un peu quand on appartient à la communauté LGBT et qu'on se remet à vivre avec des normes hétéropatriarcales, quoi. Quel dommage. Ok, j'entends bien. Euh, Est-ce que vous trouviez que là, durant ces Jeux
de Paris, la médiatisation était différente ou plutôt le discours et l'approche des jeux para et des disciplines étaient différents de ce qu'elles ont pu être ou ce qu'elles sont normalement? La médiatisation, elle était différente dans le sens où il y avait 3 fois plus de diffusion qu'à Tokyo. Je trouve que le discours aussi a été différent. On n'était plus sur un discours misérabiliste ou rempli de peine et de. Il y a eu quelques sorties de super-héros et de côté extraordinaire, voire même magique du corps et de la personne qui a le handicap. Mais globalement, pour l'avoir vu de l'intérieur, les médias se sont plus comportés en regardant une performance comme ils regardaient une performance olympique. J'ai quand même l'impression qu'il y a eu un travail de fond qui a été fait auprès des médias pour ajuster leur discours et voilà. Ouais, je suis assez d'accord avec vous. Ouais, même très d'accord en fait. Ok. Je fais le tour de mes questions. Est-ce que, pour revenir juste rapidement sur la notion de validisme, est-ce que vous, dans votre quotidien actuel, vous avez toujours conscience de vivre parfois du validisme et des discriminations liées au validisme? Ouais, oui, j'en ai conscience parce que j'en vis. J'en vis d'autant plus que dans mon cas, je fais partie de ces gens qui ont un handicap qui est, on va dire, invisible. Et que du coup, même si les gens savent, parce que je fais partie, en tout cas, de la population en situation de handicap, de par mes activités et ma visibilité, les gens l'oublient parce qu'ils ne se voient pas. Et effectivement, quand on me fait passer une journée à piétiner, les gens ne se posent pas la question de savoir dans quel état, ce que je ressens et quel est le niveau de douleur. Voilà, quand on me propose d'aller faire une sortie randonnée, parfois on en oublie que en fait je peux pas. Ouais. Et c'est pas parce que mon corps a l'air de pouvoir le faire que ma capacité l'est vraiment. Donc voilà, il y a ce genre de validisme-là qui est finalement omniprésent, mais que je pense que beaucoup de personnes rencontrent. Ouais. Donc j'ai envie de dire, on s'y fait, quoi. Ouais, c'est ça, ça fait partie du lot quoi. Ouais. Ok. Et, dernière question, si c'est vos dernières compètes et ouais, compètes médiatisées à ce point, mais est-ce que vous continuerez de prendre la parole? Oui. Ouais. La manière de l'apprendre et le format n'est pas encore très défini, même si je continue à prendre la parole auprès des entreprises sur ces sujets-là et que ça, c'est une activité que je compte continuer à faire. Maintenant, j'aurai aussi plus de temps. Alors, est-ce que je sais pas encore si je vais monter une asso ou un collectif ou si j'en rejoins une. Je sais, voilà, il y a encore plein de questions qui sont sans réponse. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai décidé en tout cas de garder une partie de ma vie professionnelle dédiée à ça. Donc, je me laisse juste le temps de digérer cette fin Bien sûr. de carrière et de savoir ce qui correspond le plus avec mon alignement. Bon, la porte de Dear Valley People vous est immensément ouverte en tout cas. Merci beaucoup. Entre autres d'ailleurs, que ce soit celle-ci ou une autre. Trop bien. Merci infiniment, Marie. Merci beaucoup, c'était vraiment chouette. Dear. Valid people. Dear. Valid people.